Que feriez-vous si la seule façon de rester en vie était de manger le corps de quelqu'un que vous considériez autrefois comme un ami? Le 13 octobre 1972, un avion transportant un groupe de jeunes joueurs de rugby s'est écrasé au cœur des Andes enneigées. Bloqué dans un désert glacé, sans nourriture, sans espoir de secours et avec des températures descendant en dessous de 30 degrés. Les survivants ont été plongés dans un cauchemar que peu de gens peuvent imaginer. Pendant plus de 2 mois, ils ont lutté non seulement contre les éléments, mais aussi contre des choix impensables qui allaient définir leur humanité. Comment ont-ils survécu? Que sont-ils devenus? Et pourquoi certains parlent-ils du plus grand miracle de l'ère moderne, tandis que d'autres ne peuvent même pas en parler? Si vous êtes attiré par les mystères comme celui-ci, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Ici, nous révélons ce que les autres n'osent pas dire à voix haute. Cela devait être un voyage simple. En cette fraîche matinée d'octobre 1972, un avion Fairchild FH-227D décollait de Montevideo, en Uruguay, avec à son bord 45 personnes, pour la plupart des joueurs et des supporters d'une équipe de rugby locale appelée Old Christians Club. Ils se rendaient au Chili pour un match amical, plein d'enthousiasme, de rire et d'espoir. Mais l'avion n'est jamais arrivé à destination. Quelque part au-dessus des Andes, dans un épais brouillard et une visibilité réduite, le pilote a commis une erreur fatale. Pensant avoir déjà dépassé les montagnes, il a commencé à descendre, avant de réaliser trop tard qu'il se trouvait encore dans la zone mortelle. L'avion s'est écrasé violemment contre un glacier à plus de 3500 mètres d'altitude. 12 personnes ont péri dans l'impact. Les autres, piégés, blessés, en état de choc. Entourés de neige, de glace et de silence à perte de vue, la radio était morte. Le froid était insupportable. Et pire encore, personne ne savait où il se trouvait. Au début, ils pensaient que les secours arriveraient dans quelques heures, puis dans quelques jours. Mais au fil des heures, alors que les provisions s'épuisaient, l'espoir a commencé à s'évanouir dans leur cœur. Ils ont rationné le chocolat, le vin et même le dentifrice. Ils ont fait fondre la neige pour boire. Ils se sont enveloppés dans des sièges d'avion pour se réchauffer. Mais rien ne les avait préparés à ce qui les attendait. Les montagnes n'étaient pas seulement une prison. Elles étaient une épreuve de santé mentale, de moralité et de la capacité de l'être humain à aller jusqu'au bout lorsque la mort n'est qu'à un battement de cœur. Jour après jour, la survie est devenue une stratégie. Sans aucun signe de secours, les survivants ont commencé à s'organiser. Ils ont construit un abri de fortune à partir de morceaux du fuselage de l'avion, se blottissant les uns contre les autres pour conserver leur chaleur corporelle. Ils se sont répartis les tâches. Certains étaient chargés de faire fondre la neige pour avoir de l'eau. D'autres rassemblèrent des matériaux pour s'isoler. Ils ont même organisé des réunions quotidiennes pour se remonter le moral. Mais l'optimisme s'est rapidement estompé. Ils n'avaient presque plus de nourriture. Quelques barres de chocolat, un peu de vin. Les maigres rations prévues pour quelques jours ont duré des semaines. Chaque miette était calculée, chaque gorgée discutée. La douleur de la faim est devenue insupportable. Certains se sont évanouis, d'autres ont sombré dans le délire. Et puis, une nouvelle tragédie. 8 jours après l'accident, une avalanche a enseveli l'épave pendant leur sommeil. Elle a tué 8 autres personnes sur le coup, dont le capitaine de l'équipe. Les autres sont restés piégés pendant des jours sous la neige et les débris, suffocant dans l'obscurité. Quand ils ont enfin réussi à se dégager, ils ont réalisé qu'ils étaient moins nombreux, plus faibles et plus seuls que jamais. Mais ce n'était pas le pire. Un matin, ils ont allumé une petite radio transistor dans l'espoir d'avoir des nouvelles. Ce qu'ils ont entendu les a glacés plus que le vent glacial. Les recherches avaient été abandonnées. Le monde les croyait morts. C'est alors qu'une idée terrible a germé dans leur esprit, une idée si horrible que la plupart d'entre eux refusaient de la prononcer à voix haute. Quand la faim l'emporte sur la raison. À 3500 mètres d'altitude, le corps humain commence à se décomposer. Les muscles se dissolvent, les organes s'affaiblissent, les pensées s'embrouillent.
Et au fil des jours, les survivants ont commencé à réaliser une vérité horrible. Il n'y avait plus de nourriture, pas d'animaux sauvages, pas de plantes, rien que de la neige, des rochers et les corps gelés de leurs amis. L'idée a d'abord été murmurée, puis débattue, puis, lentement, acceptée, non sans difficulté, mais avec angoisse. Ce n'étaient pas des étrangers, c'étaient des coéquipiers, des camarades de classe, des frères. Et pourtant, ils étaient aussi la seule source de protéines disponible. Beaucoup pleurent, certains prient, quelques-uns refusent au début, mais leur détermination s'effrite à chaque heure qui passe. Ils se disent que c'est sacré, que c'est un sacrifice, que leurs amis auraient voulu qu'ils vivent. Ils enlèvent la chair avec des éclats de verre, ils la font sécher au soleil pour la conserver. Chaque bouchée est une lutte entre la survie et la culpabilité. Mais quelque chose d'étrange se produit. Leurs corps ont commencé à se rétablir, ils ont retrouvé leur énergie, leur esprit s'est aiguisé. Pour la première fois depuis des semaines, ils pouvaient penser clairement, ils pouvaient planifier. Et une idée s'est imposée à tous. Ils devaient partir. Si les secours ne venaient pas, ils devaient les trouver eux-mêmes. Mais sortir des Andes, à pied, sans carte, sans vêtements adaptés, sans aucune garantie de savoir où aller, cela ressemblait à un suicide. Et pourtant, c'était leur seul espoir, le chemin impossible vers le salut. Après 61 jours passés dans les montagnes, Nando Parrado, Roberto Canessa et Antonio Vizintin ont pris une décision qui allait tout changer. Ils allaient sortir des Andes et trouver de l'aide, quel qu'en soit le prix. Ils n'avaient aucune expérience de l'alpinisme. Pas de vêtements chauds, pas de matériel d'escalade, juste des chaussures de fortune, enveloppées dans des isolants, des restes de nourriture et la volonté de vivre. Avant de partir, ils embrassèrent chacun des survivants restants. C'était peut-être la dernière fois qu'ils les voyaient. Et alors qu'ils s'enfonçaient dans le vide glacé, personne ne croyait vraiment qu'ils s'en sortiraient. L'ascension fut brutale, l'air était rarissime. Le terrain était recouvert de neige à perte de vue et de rochers acérés. La température descendait en dessous de 0 la nuit. Ils dormaient à la belle étoile, enveloppés dans des isolants d'avion, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. Vizintin, trop faible pour continuer, fit demi-tour après quelques jours. Parrado et Canessa continuèrent. Ils marchèrent pendant 10 jours, traversant des sommets et des vallées, poussés uniquement par leur instinct et leur désespoir. Alors qu'ils commençaient à perdre espoir, ils aperçurent une rivière, puis du bétail. Et enfin, un homme de l'autre côté de l'eau. Ils ont crié, ils ont agité les bras, ils ont pleuré. L'homme ne pouvait pas les entendre à cause du bruit du courant, mais le lendemain, il est revenu avec de l'aide. Le miracle avait commencé. Au fait, si cette histoire vous a autant captivé que nous, aimez la vidéo et dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué jusqu'à présent. Le miracle devient réalité et le monde retient son souffle. Le 20 décembre, 72 jours après le crash, un hélicoptère de sauvetage a atteint le site du crash. Les sauveteurs n'en croyaient pas leurs yeux. Des silhouettes émaciées et gelées titubaient dans la neige, pleuraient, riaient et s'effondraient dans les bras les uns des autres. 16 personnes avaient survécu. La nouvelle du sauvetage a fait le tour du monde. Les journaux ont titré « Le miracle des Andes ». Les familles pleuraient. Les journalistes se sont précipités pour interviewer les survivants. Mais ensuite, une autre histoire a fait surface. Les rumeurs de cannibalisme ont fait la une des journaux. Certains ont salué le courage des survivants. D'autres ont été révoltés par ce comportement immoral. Le Vatican a été invité à commenter. Le monde entier voulait savoir jusqu'où peut-on aller au nom de la survie. Au début, les survivants ont hésité à parler. Mais finalement, ils ont dit la vérité, non pas pour se justifier, mais pour honorer le sacrifice de ceux qui avaient péri. Ils ont raconté comment la mort était devenue sacrée, comment chaque corps avait été traité avec respect, comment la faim les avait dépouillés de leur identité, mais pas de leur humanité.
Et il y avait aussi des choses plus étranges. Certains ont décrit des visions de mort imminentes, des lumières brillantes, des voix qui les guidaient dans le froid. D'autres ont affirmé avoir senti la présence des morts marchant à leur côté. Un survivant a déclaré « Nous n'étions pas seuls sur cette montagne. Quelque chose ou quelqu'un nous aidait. » La plupart d'entre eux en sont sortis changés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ils n'étaient pas seulement des survivants. Ils avaient été témoins de quelque chose qui dépassait l'entendement. Ils avaient survécu aux montagnes, mais pas au jugement. Lorsque toute l'histoire a été révélée, le monde s'est divisé. Pour certains, les survivants étaient des héros, des hommes qui avaient défié la mort et démontré la force de la volonté humaine. Pour d'autres, ils symbolisaient quelque chose de plus sombre, les actes terrifiants dont les êtres humains sont capables sous pression. Mais pour les 16 qui ont quitté les Andes, le véritable combat ne faisait que commencer. Nando Parrado est devenu conférencier, partageant son histoire non pas pour choquer, mais pour inspirer. Roberto Canessa est devenu cardiologue pédiatrique, consacrant sa vie à sauver celle des autres. Beaucoup de survivants sont restés proches, liés par un traumatisme que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Pourtant, tous portaient des cicatrices, des cauchemars, de la culpabilité. Le souvenir de la montagne ne les a jamais quittés. Ils ont dû expliquer encore et encore que ce qu'ils avaient fait n'était pas de la folie, mais de l'amour. Que manger les corps de leurs amis n'était pas de la sauvagerie, mais un acte de communion, de sacrifice spirituel, pour garder leurs âmes en vie. Et peu à peu, les gens ont commencé à voir cela, non pas comme une histoire d'horreur, mais comme un miracle. L'épave de l'avion gît toujours dans les Andes. Certains l'appellent une tombe, d'autres un sanctuaire. Et pour beaucoup, c'est un rappel. Quand tout est perdu, la nourriture, le refuge, la chaleur, il ne reste que le choix de se battre ou de se rendre. Ils ont choisi de se battre, et ce choix a tout changé. Maintenant que vous savez tout ce qu'ils ont enduré, laissez-moi vous poser à nouveau la question. Que feriez-vous pour survivre? Vous accrocheriez-vous à la morale ou laisseriez-vous votre instinct prendre le dessus? Abandonneriez-vous ou vous lanceriez-vous dans l'inconnu avec rien d'autre que l'espoir dans vos mains? L'histoire des Andes n'est pas seulement une histoire de neige, de famine ou de tragédie. C'est une histoire qui parle de la force inimaginable de l'esprit humain. Elle montre jusqu'où l'amour peut aller lorsque la vie ne tient qu'à un fil. Et elle montre que la survie nous oblige parfois à franchir des limites que nous n'aurions jamais cru pouvoir franchir. Ces 16 âmes n'ont pas seulement survécu à un crash, elles ont survécu à elles-mêmes. Et ce faisant, elles nous ont montré que la force la plus puissante au monde est la volonté de vivre. Et c'est peut-être cela le véritable miracle. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce qui vous a le plus surpris dans les commentaires. À bientôt pour un nouveau mystère.